Bonjour, donc Xavier Veller, je suis directeur des structures RMNA, donc requérants mineurs non accompagnés, à la Fondation officielle de la jeunesse, vulgairement appelée la FOJ pour ceux qui connaissent. Je travaille à la Fondation officielle de la jeunesse depuis 2010 à peu près, et je me suis engagé, après un parcours d'éducateur dans les structures de la FOJ, plus précisément dans la direction des structures à prise en charge spécifique, donc un public RMNA, comme on l'appelle RMNA ici sur le canton de Genève. C'est important de pouvoir aussi préciser que c'est une spécificité bien propre au canton de Genève, parce qu'ayant travaillé sur différents ateliers, forums ou autres journées de travail, on a pu se rendre compte que dans les autres cantons, notamment le canton de Vaud qui est le plus proche de nous, tout ce public-là est sous la même définition MNA, mineurs non accompagnés. La différence, elle se fait sur le canton de Genève, juste au niveau d'une lettre supplémentaire, donc le R, requérant mineur non accompagné, mais la loi est fédérale, c'est-à-dire que selon le pays d'origine, la manière d'immigrer sur le territoire suisse, ce ne sont pas les mêmes définitions de la loi sur les droits, les possibilités d'accès à des finances, accès à la scolarisation ou ce genre de choses. Les requérants mineurs non accompagnés donc, sont un public issu essentiellement de pays en guerre ou pays à situation complexe, qu'on peut voir dans l'actualité au quotidien, donc des pays, des jeunes fuyant l'Afghanistan, la Syrie, l'Érythrée, tous ces pays-là. Donc bonjour, je suis Barbara de Bobès, je suis chef du service qui accueille les jeunes mineurs non accompagnés et jeunes issus de l'asile jusqu'à 25 ans pour le SPIC Général, donc une institution dans le canton de Genève. C'est un nouveau service qu'on vient de créer en septembre dernier, puisque avant c'était les mineurs non accompagnés, ils étaient traités un peu comme une cellule à part de l'accompagnement universel. On va dire qu'on offre aux personnes qui sont attribuées migrantes au canton de Genève. Et depuis septembre dernier, on a décidé d'en créer un service à part entière pour aussi travailler tout ce que c'est la transition à la majorité et aussi pouvoir accueillir avec un dispositif particulier les jeunes qui peuvent arriver à 18 ans ou 19 ans et qui ont fait leur majorité pendant le parcours migratoire et qui n'ont pas non plus toute l'autonomie nécessaire pour pouvoir s'intégrer ou s'insérer professionnellement comme une personne adulte qui vient déjà avec un métier appris auparavant. Donc l'idée, c'est de vraiment créer un service dédié à cette tranche d'âge. Je m'appelle Noémie Cuissard de Grelle, je suis psychiatre et médecin responsable du dispositif MEM au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des hôpitaux universitaires de Genève. Alors, dispositif MEM, pourquoi MEM? C'est un acronyme pour santé mentale, enfants, adolescents, migrants et ethnopsychiatrie. Et puis un MEM, c'est aussi un réplicateur non génétique qui se transmet par imitation. Donc ce serait comme un élément culturel qui se transmet de façon sociale ou par imitation. C'était un peu le clin d'œil. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce dispositif? On a pour mission de favoriser l'accès aux soins en santé mentale pour les bébés, femmes enceintes, jeunes parents, enfants, adolescents migrants et leurs familles, et aussi les mineurs non accompagnés. Et donc pour ce faire, on est très en lien avec les différents intervenants de la santé et du social à Genève qui s'occupent de ces populations-là, et on propose des évaluations précoces et quelques suivis précoces aussi pour ces enfants et familles. Alors une particularité, c'est que pour les mineurs non accompagnés, on les rencontre tous. Donc on a même un bureau dans le foyer pour primo-arrivants et puis des contacts très étroits avec tous les autres foyers. Et puis en général, c'est 3-4 entretiens avec les mineurs non accompagnés et puis on fait une réunion de réseau avec les différents professionnels impliqués en première ligne autour de ces jeunes, donc le curateur, l'éducateur référent, s'il faut le pédiatre ou l'infirmier.
Et puis nous, on est une équipe pluridisciplinaire, donc ce sont des psychologues, infirmiers en pédopsychiatrie, pédopsychiatres, et voilà. Je m'appelle Sidney Gauthier, je suis psychologue, responsable d'une unité transculturelle de l'enfant et de l'adolescent au centre hospitalier universitaire vaudois qui est à Lausanne. J'interviens aussi en tant que chargé de cours à l'université de médecine de Lausanne et à l'université de Genève. L'unité transculturelle de l'enfant et de l'adolescent est une unité spécialisée du CHUV, donc le centre hospitalier universitaire vaudois. Et on a une mission prioritaire qui nous a été dévolue par la santé publique du canton de Vaud pour nous occuper des mineurs non accompagnés et plus globalement des mineurs issus de la migration et de l'exil. Alors depuis plusieurs années, à l'intérieur de l'unité transculturelle, on a mis en place un dispositif spécifique qui est de pouvoir rencontrer systématiquement tous les mineurs non accompagnés quand ils arrivent sur notre territoire, donc sur le canton de Vaud, et sur les secteurs dont nous avons la responsabilité médicale, ce qui fait que tous les jeunes nous sont annoncés par l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, et dans à peu près le mois qui suit l'arrivée du jeune, on les rencontre tous pour 4 entretiens systématiques, toujours en binôme, un binôme pluriprofessionnel, infirmier psychologue, infirmier médecin, médecin psychologue, peu importe. Et on fait 4 entretiens qui permettent à la fois nous de nous présenter, parce qu'on est face à des jeunes qui ne sont pas familiers avec la santé mentale et qui peuvent même avoir des préjugés ou être inquiets par rapport à la santé mentale, alors qu'on sait qu'ils en ont besoin et qu'ils ont besoin de ce type de soutien. Donc ça permet vraiment de nous présenter, de déstigmatiser la question du soin et puis bien évidemment d'évaluer les besoins de soins pour ces jeunes-là. Et au terme des 4 entretiens, c'est là où se décide, toujours avec le jeune, si il y a la nécessité d'une poursuite de suivi et quel type de suivi, sachant qu'on a plusieurs options, compte tenu qu'on est une équipe pluridisciplinaire. Ça peut être un suivi infirmier de case management, ça peut être un suivi pédopsychiatrique avec un collègue médecin, ça peut être un suivi psychothérapeutique, ça peut être un suivi aussi à plusieurs soignants, chacun ayant au fond un rôle et une place à soi. Et de cette manière-là, on offre aussi une équité d'accès aux soins. Je pense que c'est un élan qui vient de 2019 et que finalement on a réussi à le mettre en place ces 3 dernières années. Ça s'appelle la plateforme pour RMNA et c'est la plateforme cantonale. L'idée c'était de vraiment mettre une co-responsabilité. Auparavant, la responsabilité retombait surtout sur le SPI général, peu importe quel était le domaine de lequel on parlait. Et là, l'idée, c'est vraiment de mettre autour de la table la santé, autant somatique que psychologique, tout ce que c'est aussi le département de l'instruction publique, donc la formation obligatoire, mais aussi la post-obligatoire, aussi tout ce que c'est les travailleurs sociaux hors mur qui font ces intégrations sociales de proximité dans le quartier. On a aussi, bien entendu, le département qui nous soutient, le service de protection des mineurs et la Fondation officielle de la jeunesse. Et vraiment de pouvoir travailler avec tous ces partenaires autour de la table dans un sentiment de co-responsabilité de la prise en charge. Plus on est co-responsable, plus on a de partenaires autour de la table, plus on a des ressources et on peut mutualiser aussi nos expertises pour une prise en charge en adéquation. Aujourd'hui, il y a une réelle différence avec les années qui, moi, m'ont amené à m'investir dans cette prise en charge spécifique. C'est déjà la modification finalement du profil des jeunes qu'on accueille. Pas en termes de lieu du pays d'origine, mais en termes de manière d'arriver sur le territoire. J'aime vulgairement dire qu'en fait, aujourd'hui, dans le guide du routard des passeurs, il y a aussi ce que peut demander finalement le jeune qui décide de quitter son pays et de migrer vers la Suisse. En fait, il sait maintenant quelles sont les aides dont il va pouvoir bénéficier, quels sont les organes et les organismes qu'il va pouvoir solliciter pour une prise en charge, pour être accompagné, pour pouvoir obtenir de l'argent sous différentes formules, selon son âge et selon sa demande, et puis d'obtenir les aides nécessaires, qu'elles soient médicales, qu'elles soient scolaires ou autres. Ça, c'est vraiment un changement radical depuis 2017-2018.
Les enjeux, c'est principalement déjà l'encadrement éducatif à un niveau qu'on peut donner à un niveau de l'hébergement, donc des hébergements qui soient adaptés, des structures un peu plus à taille humaine, avec des soutiens qui sont plus dans le quotidien. C'est des jeunes qui sont souvent traumatisés par beaucoup de choses qu'ils ont passées dans leur parcours, qu'ils ont laissé leur famille, dont leur famille au pays ont beaucoup d'attentes vis-à-vis d'eux. Ils dépendent souvent des revenus ou de l'argent que les jeunes peuvent leur envoyer. Et c'est souvent des jeunes qui ont eu un parcours académique très entrecoupé, que ce soit par la guerre ou par rapport à les origines. Donc il faut vraiment rattraper un minimum académique pour qu'ils puissent par la suite s'insérer dans les formations qui sont offertes, je dirais, pour le public plus large. Donc je suis Vanessa Paez, je suis chargée de mission pour les classes d'accueil au niveau du cycle d'orientation, donc c'est ce qui équivaut aux élèves entre 12 et 15 ans à Genève. Je travaille pour le service enseignement et évaluation de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Et dans ce contexte-là, je coordonne donc toutes les classes d'accueil. Il y en a 66 sur tout le canton qui sont répartis sur 19 sites, 19 cycles d'orientation. Je m'occupe également de créer des liens au niveau des partenaires internes avec les autres ordres d'enseignement pour fluidifier au maximum les transitions, mais également des partenaires externes pour réussir à accompagner au mieux les élèves dans leur scolarité. Alors, je m'appelle Juliana Santos-Cruz, je suis infirmière à l'hôpital cantonal de Genève. Je travaille dans un service d'ambulatoire, un service d'addictologie. Et puis actuellement, ma mission, c'est d'emmener l'hôpital dans la rue. On est dans un processus du aller vers. Et le but, c'est d'aller à la rencontre des consommateurs et de pouvoir les ramener de nouveau dans un système de soins. Dans le cadre de mon travail, je vais aussi dans un lieu d'accueil des MNA à Genève. C'est dans un foyer. Il y a toute une équipe qui les accueille et qui évalue leur situation. Et moi, dans ce cadre-là, aussi, je rentre en contact avec les éducateurs et on essaye de créer un lien et d'avoir des premiers entretiens avec eux. Le but, c'est de comprendre dans quelle situation ils sont. Et puis très souvent, j'essaye aussi la thématique somatique, de savoir s'ils ont des douleurs, s'ils ont des problèmes de sommeil. Et puis, et lors de ces rencontres-là, on arrive après un petit peu à comprendre où est leur niveau de souffrance au niveau de la santé mentale. La collaboration, en fait, est absolument donc essentielle. Il faut partir de l'idée que cet acronyme mineur, donc MNA, mineur non accompagné, a tout son sens. À savoir qu'ils arrivent ici, en Europe, en Suisse, en France, sans famille et sans soutien. Et il va y avoir autour de ces jeunes, en fait, un dispositif à la fois de prise en charge, mais aussi des fois de solidarité avec des bénévoles, avec des familles de parrainage, qui va s'installer et qui va constituer pour ces jeunes-là un réseau. Et ce réseau-là, en fait, est absolument primordial dans la question de la protection, de l'accompagnement et du développement, en fait. Ce qui fait qu'on a appris à travailler donc en collaboration étroite et en solidarité avec à la fois les foyers éducatifs, donc les foyers de l'EVAM, avec les autres soignants, avec les écoles, pour qu'effectivement on soit un ensemble de professionnels impliqués dans la prise en charge, mais la prise en charge au long cours de ces jeunes-là. Autrement dit, ils arrivent statistiquement dans la majorité autour de 16 ans, 17 ans, mais la prise en charge ne doit pas s'arrêter donc à l'âge de 18 ans, ce qui fait que certaines prestations s'arrêtent à l'âge de 18 ans, mais d'autres continuent. La prestation que l'on offre, nous, justement du côté de l'unité transculturelle, elle perdure après 18 ans, autrement dit aussi lors des transitions. Et c'est vraiment la dimension réseau qui est protectrice par rapport à ces jeunes. Alors, les premiers enjeux pour moi, avant tout, c'est la sécurisation de ces élèves-là. Il faut qu'ils se sentent en sécurité avec nous, qu'ils sentent qu'ils ont le temps de le faire. Et des fois, on n'est pas toujours dans cette même temporalité pour eux, mais c'est indispensable et qu'ils se sentent vraiment accueillis dans une bienveillance pour débuter même parfois au bout de 6 mois les apprentissages. Et quand je parle des apprentissages, avant tout pour moi, ce sont toutes les compétences transversales, tout ce qui est vivre ensemble, l'autonomie. Qu'est-ce que c'est concrètement le métier de l'élève? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Et dans un deuxième temps, on peut rentrer dans des apprentissages beaucoup plus scolaires, au niveau des disciplines,
et pouvoir aussi faire appel à leurs propres compétences parce qu'ils arrivent déjà avec des savoirs plus pratiques, souvent parce qu'ils ont déjà travaillé, mais qu'il faut valoriser pour les mettre en confiance. Alors, quand un mineur non accompagné arrive sur le canton de Genève, après avoir séjourné dans un centre fédéral d'asile où il a déposé sa demande d'asile, on est informé. En fait, il y a tel jeune qui arrive à telle date, et puis on peut se dire qu'il va falloir le voir assez rapidement. Alors c'est vrai qu'on leur saute pas dessus, on le laisse quand même un temps pour arriver, mais on essaie de planifier une rencontre dans les quelques semaines après leur arrivée à chaque jeune. Et ces rencontres, elles se font dans un bureau qu'on a au foyer, Louis Cazaille 86, qui est le foyer pour les primo-arrivants à Genève. Donc, à Genève, les différentes institutions partenaires ont pris le parti d'essayer d'offrir un accueil pour les jeunes qui permettent ensuite de les orienter dans le dispositif, dans l'hébergement et la prise en charge plutôt santé sociale de façon la plus ajustée possible selon leurs besoins. Alors on peut critiquer parce que ça met de la rupture, on les accueille dans un endroit pour encore les envoyer dans un autre endroit, mais c'est aussi un très bon exercice d'accueil et de penser le jeune, c'est-à-dire qu'on se met à plusieurs, donc les éducateurs, le curateur du service de protection des mineurs, le pédiatre, les infirmiers en pédiatrie, les infirmiers en pédopsychiatrie, le psychologue, pour essayer de se faire une idée du jeune et de mieux le penser, parce que c'est vrai que c'est principalement des jeunes garçons qui arrivent, qui ont entre 16 et 17 ans et qui ont un parcours migratoire assez difficile, avec beaucoup d'éléments qui se recoupent. Et donc, c'est difficile de penser un jeune dans sa singularité quand on en accueille comme ça plusieurs par semaine ou par jour. Et donc, de le rencontrer plus finement, de mettre les visions ensemble et de parler, de penser avec le jeune sur qui il est, ça permet de mieux se le représenter et donc, en fait, mieux après de porter son projet. Alors, tranquillement, c'est vrai que c'est tranquillement. C'est d'abord un accueil. Donc, pour la partie pédopsychiatrique, ce sont 3-4 entretiens, souvent en binôme infirmier-psychologue ou infirmier-pédopsychiatre, pour faire connaissance avec le jeune, aussi nous présenter qu'est-ce que c'est un psychologue à Genève, pourquoi on est là, à quoi ça sert, entendre ce qu'ils ont à dire sur, pour eux, c'est quoi un psychologue, est-ce que c'est... Alors parfois c'est pour les fous, parfois ils ont une image, c'est un guide, parfois ils disent oui en fait c'est quand on a des problèmes d'émotion, puis il y en a qui n'ont aucune idée, mais ils ont toute une gamme de représentations, puis c'est très important qu'on partage ces représentations, puis après qu'on se mette un peu d'accord sur pourquoi on se rend compte et à quoi ça peut servir. Et on leur dit que nous on a pensé que vu leur trajectoire, l'arrivée qui peut être difficile, cette période de vie qui est aussi une période de bousculement, ce sont des adolescents aussi, c'est important qu'ils aient un espace pour qu'on puisse identifier avec eux s'il y a besoin de choses particulières. Donc parfois on en reste là après ces 3-4 entretiens, mais on reste à disposition et puis parfois on leur propose un suivi spécialisé de l'adolescent ou plutôt transculturel ou un suivi un peu bas-seuil dans le milieu avec un infirmier qui peut les voir une fois de temps en temps quand ils sont très ambivalents, qu'ils ne savent pas trop. Après, il y a aussi tout un tas de jeunes qui vont déjà très mal quand ils arrivent, donc qui ont une symptomatologie, on va dire, plus bruyante. Et donc ceux-là, c'est vrai qu'on fait l'évaluation et les soins un peu en même temps, comme ça on travaille un peu plus dans la crise. Et puis, évidemment, il y a le bureau du psychiatre où il y a la confidentialité qui est de mise, parce que c'est vrai qu'on peut se dire c'est particulier, un bureau d'évaluation psychologique dans un lieu de vie, comment est perçu le partage d'informations, la collaboration, mais donc ça, on protège cet espace, mais quand même, c'est vrai qu'on présente aussi le côté interdisciplinaire, collaboration, réseau primaire de ces jeunes qui arrivent très seuls et qui ont besoin de sentir qu'il y a quand même des adultes autour d'eux qui se préoccupent et qui vont pouvoir les accompagner. Alors, ça, c'est notre vision quand même. Après, il faut voir aussi, eux, leur vision. Parfois, ils se sentent un peu... enfermés ou contrôlés, là où ils ont fait un parcours seul, inimaginable. Et donc, c'est vrai que ça contraste pas mal. Mais
Voilà, on peut se dire que ça réveille tout un tas de vécus d'injustice ou une colère comme ça qui en fait parle de plein d'autres choses et donc ça reste un matériel pour nous pour voir un peu comment ils font avec cette colère et dans cette adversité. Et puis je dirais que ce qui est le plus probant, ce qui marche le mieux, c'est quand même que alors toute une partie on les voit ou on continue d'avoir un lien, mais c'est vrai que ceux qui veulent rien au départ, ils font quand même appel après. Alors parfois c'est après 6 mois, 1 an, 2 ans, puis d'avoir eu cette première rencontre qui veut être une rencontre positive, où on essaie que l'expérience soit bonne pour le jeune, et je pense qu'elle l'est quand même la plupart du temps. Mais ça permet de se dire que si on a besoin, on sait que les psys, c'est peut-être pas forcément pour les fous, qu'ici c'est assez courant, qu'on peut faire appel assez facilement, qu'on a déjà vu quelqu'un, qu'il y a une équipe qui connaît bien les jeunes qui viennent d'ailleurs. Et donc, en fait, après, c'est beaucoup plus facile, ou qu'eux nous rappellent, ou qu'ils en parlent à leur éducateur. Le parcours migratoire est semé d'embûches, et d'embûches traumatisantes. On sait très bien qu'il y a je sais pas, je vais les appeler comme ça parce que j'ai pas forcément la définition, mais des milices qui viennent les récupérer pour les exploiter à tout niveau, exploiter c'est de la main d'œuvre facile, pas chère, en précarité, donc facilement exploitable, mais c'est aussi exploité dans des niveaux plus sombres, c'est des exploitations sexuelles, enfin des choses comme ça. Donc ils n'arrivent pas tous de la même façon. Mais quand ils arrivent sur le territoire, aujourd'hui ils arrivent avec leurs mots, MAUX, mais aussi avec un certain nombre d'informations transmises sur leurs droits. Et c'est là où ça a changé un petit peu la donne finalement et la prise en charge. Parce que en fait, on a, nous, un souci de prendre soin dans toutes les définitions de ce terme, mais on a en face un jeune qui ne sait pas forcément ce que c'est qu'un éducateur, ne sait pas forcément ce que c'est qu'un psychologue ou autre, et parce que peut-être que dans le pays, c'est le grand frère, c'est le voisin, c'est la culture du village qui fait que comment dire, l'éducation se faisait par le partage comme ça collectif, et que là, nous, nos casquettes d'éducateurs, nos casquettes de psychologues ou autres, c'est déjà un apprentissage de qui est cette personne qui veut prendre soin de moi. Donc il y a la méfiance avant d'arriver à la compréhension, et une fois que la compréhension est suffisamment étoffé, il y a l'acceptation et la mise en confiance. Donc c'est des processus qui prennent du temps. Dans ce processus-là, il y a aussi tout l'accompagnement de notre équipe éducative à vouloir, je le mets entre guillemets, normaliser ce jeune sur les us et coutumes du canton et puis de la Suisse, parce que il a fait le choix d'atterrir dans nos structures. Nous, c'est des lieux d'accueil et pas de placement. Ils ne subissent pas le placement, ils sont ici chez eux. Ils doivent aussi apprendre nos us et coutumes. Donc c'est tout ça dans un shaker où il faut traiter les mots du jeune, il faut qu'il ait confiance sur finalement le tissu qui lui est offert autour de lui, et en même temps pouvoir obtenir ces droits qu'il a entendu parler dans son parcours migratoire ou par des pairs qui ont déjà vécu l'expérience. Donc tout ça, je le mets dans le shaker. C'est un travail qui bouscule nos équipes, parce que quand on sort des écoles d'éducateurs, quand on sort d'une HETS, quand on sort d'un master en droit de l'enfant ou quoi que ce soit, on n'est pas sensibilisé à cette prise en charge. On est sensibilisé à la prise en charge de l'enfant en général, de l'adolescent en général, mais ce sont des adolescents avant tout, mais à spécificité migratoire. Alors, ce sont des jeunes qui sont souvent très attachants, parce qu'on voit qu'il y a vraiment ce besoin de trouver sa place, ce besoin de saisir les enjeux, de pouvoir s'ancrer quelque part. Et notre rôle dans les classes, et moi de manière beaucoup plus globale, c'est d'accompagner les équipes pour saisir finalement ces enjeux qui sont d'un autre ordre, qui sont d'un ordre de l'appartenance à un groupe, l'appartenance à une nouvelle identité, en tout cas, je dirais à un nouveau pays, à des nouvelles cultures. Et ça m'a beaucoup frappée en travaillant avec ce public-là qui est vraiment dans cette recherche de pouvoir faire au mieux avec ce qu'il a, et tout en gardant leur spécificité, en tout cas leur culture d'origine qui est
qui est très importante pour eux. Il y a un vrai choc des cultures, hein. On voit que en fonction des pays d'origine, tout d'un coup, ils se retrouvent parfois dans des classes mixtes, ils se retrouvent avec des enseignantes femmes. Donc voilà, il y a quand même tous ces éléments-là qui sont très marquants. Pour certains, c'est plus dur que d'autres. On voit que les jeunes qui arrivent de pays en conflit vraiment sévères, avec des dommages importants au niveau de la population civile, on voit que tous ces traumas sont très présents quand même dans les classes et on essaye de les accompagner. On a des équipes médico-psychosociales pour les accompagner au mieux dans cette idée de sécurité en fait dans notre pays. Ici à Genève, on a une diminution nette des arrivées sur le territoire, confirmée par le SEM, le secrétaire d'État à la migration, sur ces publics mineurs isolés. Qui fait que tout le dispositif qui a été pensé avec les partenaires, hein, donc la phase, les HUG, la MEA, avec le DCS, le SPMI, l'Hospice Général, en fait, on se rend compte que on commence à avoir, pour parler un petit peu mécanique, un peu plus d'offres que de demandes. Donc là, ça va potentiellement mettre en tension le canton d'un point de vue politique et économique. Parce que pour pouvoir accueillir décemment tous ces jeunes dans des structures adaptées, penser tout un modèle et réduire les ponts qui séparent le social du médical, qui séparent les fondations de l'Hospice Général, qui est une institution étatique. Enfin voilà, c'est tous des modèles qui ont été raccourcis parce que on s'est rassemblés, on s'est associés autour de la table pour créer et puis apporter des réponses finalement dans ce qui nous mettait en difficulté. Aujourd'hui, on se rend compte que on est là, on fonctionne, on évolue et puis on modifie notre prise en charge, on s'adapte. Sauf qu'on se retrouve confronté à de moins en moins de public. Donc, les finances allouées pour répondre aux besoins d'hier ne seront plus forcément celles de demain. Et c'est là où ça risque d'être un petit peu compliqué, pour la suite. On dépend des vagues migratoires. Et des fois, on a des moments où on a des pics, 300 mineurs non accompagnés à la fin décembre 2023. Aujourd'hui, on est né à 140. Et il y a 5 ans en arrière, on en avait 30. Donc, ça demande une fluctuation énorme. Ça demande aussi que les collaborateurs aient des postures qui sont très adaptables. Donc, aujourd'hui, on avait beaucoup d'éducateurs pour mineurs non accompagnés. Vu que le secrétariat d'État en migration nous annonce qu'il y aura une diminution des arrivées de mineurs, on est en train d'accompagner les collaborateurs éduques à devenir éducateurs pour jeunes majeurs. Donc, on change un peu la casquette. C'est une autre démarche. On doit laisser un peu plus d'autonomie aux jeunes. Et ainsi de suite. Et aussi, au-delà de la question de l'augmentation, de la diminution des mineurs qui arrivent, il y a aussi le lieu de provenance. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une forte population de jeunes qui proviennent d'Afghanistan, avec un faible niveau, par exemple, académique. Et donc, il y a beaucoup de travail de proximité à faire par rapport aux mœurs, par rapport aussi des thèmes d'hygiène corporelle et autres. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, on aura une nouvelle vague, mais ce sera des filles qui viennent du Groenland. J'en sais rien. Mais la question, ça sera que les éducateurs doivent pouvoir toujours changer énormément de posture en fonction de l'âge, la provenance, le genre aussi des personnes, des jeunes qu'on accueille. Et puis dans cette nouvelle prise en charge, en fait, on s'est rendu compte avec nos équipes qu'elles étaient en difficulté. Elles avaient, au-delà de toutes les compétences apprises, de toute l'intelligence des concepts, et puis de la bienveillance, de la motivation finalement, qui est une forme de militantisme à prendre en charge un public migrant, il y avait toute la souffrance psy et toute la souffrance interculturelle qu'on ne connaît pas. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut mettre en place des formations sur des choses toutes simples. C'est quoi un adolescent en Suisse, en France, en Belgique? Et c'est quoi un adolescent en Afghanistan? Est-ce qu'on a la même définition de l'adolescence? Est-ce que
ces choses-là, tout simplement. Est-ce qu'on a les mêmes degrés de compréhension, d'acceptation des choses? Je vais peut-être dire quelque chose d'un petit peu provocateur, mais nous, c'est de la maltraitance, lever la main sur un enfant. Là-bas, c'est une forme d'éducation. Alors on peut la critiquer, on pourrait en débattre pendant un temps, mais elle fait encore partie d'une culture qui n'est pas la nôtre. Donc il faut travailler avec ça. Il faut le comprendre, il faut l'accepter, mais il faut aussi finalement pouvoir faire ce pas de côté en disant mais il va pas évoluer du jour au lendemain, il va devoir déconstruire un modèle tout en étant rassuré de déconstruire ce modèle-là, qu'il n'est pas en train de finalement de tourner le dos à sa culture, de tourner le dos à ses origines, mais qu'il va apprendre que, en fait, il s'inscrit dans un autre modèle et que ça aussi fait partie de cette nouvelle culture dans laquelle il est obligé de s'inscrire. L'accueil des MNA, il révèle des compétences cantonales. Donc il y a vraiment une protection juridique de ces jeunes, parce que ça reste des enfants qui sont en danger. Donc je pense qu'aujourd'hui à Genève, il y a quand même cet endroit, ce foyer qui accueille, il y a X places dans ce foyer qui accueille ces enfants jusqu'à ce qu'ils soient avérés ou non mineurs. Pour moi, il y a quand même aujourd'hui une professionnalisation de cet accueil. Donc il y a des éducateurs, il y a des ASCC et puis il y a aussi des professionnels de la santé qui peuvent les accueillir dans d'autres lieux. Notamment, ça reste pour moi des jeunes qui ont pas mal de souffrances psychiques et qui, pour certains, consomment des substances psychoactives ou qui font des mésusages de médicaments pour certainement et souvent pour soulager une tension interne et une souffrance qui est liée au parcours migratoire. Donc ce que je vois comme principaux enjeux dans ce travail à plusieurs autour de ces jeunes, c'est le risque de déliaison. Et c'est vrai qu'on y est et on y revient incessamment à ces questions de déliaison. On met des choses en place et puis ça se défait et on est beaucoup, puis il n'y a plus personne. Et je pense que c'est lié à plusieurs choses. Notamment à la vulnérabilité spécifique de ces jeunes-là qui sont à l'intersection d'un âge de crise, l'adolescence, d'un exil difficile, de conditions de vie particulières qu'on peut quand même nommer précaires, même s'ils sont plutôt bonnes en Suisse. Et puis, il y a aussi la complexité de nos systèmes, la sophistication des systèmes de santé, d'éducation, de prise en charge sociale. Et évidemment, là-dessus vient s'ajouter la souffrance psychique très, très fréquente de ces jeunes. En plus de ça, c'est-à-dire qu'ils vivent dans leur chair, dans leur corps, dans leur tête, cette déliaison, je pense, très fort. Et donc c'est vrai qu'elle vient nous recontaminer tout le temps. Alors ça implique un effort de chaque jour. Je crois que c'est très important pour chaque professionnel de revenir à ses propres compétences, parce que chaque professionnel a une expertise, des compétences très claires. Mais parfois, d'être dans du transdisciplinaire, ça noie aussi un peu le poisson. On ne sait plus comment faire pour bien faire. Est-ce que si un jeune est triste, on doit faire un peu le psy? Ou est-ce qu'au contraire, on ne doit pas lui parler, l'envoyer chez le psy? Enfin, voilà, il faut tout le temps réajuster, réaligner ses frontières. Donc je pense que c'est communiquer beaucoup entre professionnels, c'est très important. Alors il y a des espaces dédiés, mais qui sont investis et désinvestis. Donc c'est toujours remettre du sens. Et de nouveau, cette question du sens, je crois qu'elle renvoie aussi à la perte de sens de ces jeunes, qui ont peut-être vécu des conflits armés par des personnes intentionnées, donc mal intentionnées. Donc ça fait perdre confiance un peu en l'homme, l'humanité, l'autre. Et donc voilà, donc c'est toutes des thématiques, je pense, qui voyagent entre les jeunes et les professionnels. Et puis ça peut amener à de la fatigue, une perte de motivation, une perte d'empathie, une perte de plaisir dans le travail. Et donc il y a un souci dans ces différentes institutions partenaires de pouvoir
avoir aussi des dispositifs d'hygiène de la transdisciplinarité, dans le sens de pouvoir ventiler tout ça et quand même maintenir vivante la collaboration. La prise en charge des mineurs non accompagnés dans le canton de Genève a vraiment fait un tournage de page depuis il y a 2 ans en arrière, depuis le moment où on a créé cette plateforme RMNA. Avant, ça reposait uniquement sur une institution, sur le SPI général, et on avait eu pas mal d'études qui mettaient en valeur ou en détriment, on va dire, les manquements qu'on octroyait comme prestations à ces jeunes. Et on voit bien qu'il y a eu un tournage du regard que les institutions ont sur le travail qu'on fait, grâce à qu'on a tous les partenaires autour de la table. Et je pense que ça, c'est une richesse qui est à maintenir, qui est à arroser, parce que les partenaires, c'est comme les plantes, ça arrose tous les jours, et qu'il faut vraiment exploiter jusqu'au bout. Et je pense que c'est là notre force. Donc pour accompagner ces jeunes, la Confédération propose depuis 2019 un programme de soutien, de mesures, d'accompagnement pour les élèves réfugiés. Donc la plupart des élèves MNA ont cette possibilité. Donc ce sont des mesures d'accompagnement, de soutien personnalisé, que ce soit à la maison ou à l'école, pour sécuriser leur parcours. Et c'est vraiment super ces mesures, parce qu'elles permettent vraiment à l'élève de se sentir dans les meilleures conditions possibles pour avancer et créer un projet professionnel ou poursuivre dans sa scolarité. Alors, à quelqu'un qui n'a jamais rencontré un mineur non accompagné, je pourrais dire qu'effectivement, ce sont des mineurs qui ont toujours de bonnes raisons de partir, qui ne sont pas toujours celles que l'on imagine. Autrement dit, on aurait tendance effectivement à projeter sur eux des représentations un petit peu toutes faites des motifs migratoires. Et quand on connaît ces jeunes-là, on sait que chacun a une raison qui peut être différente des autres, mais toujours une bonne raison de partir. C'est une vraie douleur de partir, de quitter sa famille, de quitter son pays, de quitter sa langue. Et ce sont des jeunes qui prennent énormément de dangers pour pouvoir venir ici, pour plein de raisons différentes. Une fois arrivés ici, ils montrent en fait, pour l'écrasante majorité, d'excellentes... en fait, ils ont des capacités d'adaptation qui sont excellentes. Autrement dit, ils ont une appétence, une envie, à la fois de scolarité, de réussite, d'intégration, et ils vont nous montrer le meilleur d'eux-mêmes. Mais le meilleur d'eux-mêmes, quelquefois, nous cache aussi les difficultés qu'ils rencontrent, nous cachent aussi les souffrances dont ils sont porteurs, parce qu'ils sont porteurs d'un ensemble de souffrances. Et ces jeunes-là, en fait, ont ce que j'ai appelé, ou produisent ce que j'ai appelé un phénomène d'internalisation des troubles. Autrement dit, la souffrance, très souvent, est invisibilisée dans le champ social, invisibilisée à l'école, parce qu'ils performent très bien, invisibilisée même dans le quotidien de l'accompagnement donc éducatif, mais heureusement, il peut aussi s'exprimer dans d'autres espaces, comme l'espace thérapeutique. Donc ce sont à la fois des jeunes qui nous montrent le meilleur d'eux-mêmes et qui sont aussi porteurs d'un parcours, d'un vécu qui reste extrêmement difficile à porter tout seul, d'où l'importance effectivement à la fois du soin, mais toujours du réseau. Donc je pense que pour moi, le côté de la formation, c'est surtout aussi être hyper adaptable. Et que quand on demande, on a besoin d'une formation en lien avec cette typologie, par exemple sur les ethnies d'Afghanistan, elle puisse être mise en place très vite. Donc en fait, c'est un peu... Je pense qu'on a tous les partenaires nécessaires, donc la Haute École de Travail Social, bien entendu, l'université et d'autres partenaires pour nous faire des formations de qualité, mais c'est la rapidité sur laquelle on peut devoir mettre en place ce type de dispositif. L'histoire de l'interculturalité, c'est des formations qui peuvent que amener à comprendre et puis à se re-questionner sur notre pratique, mais il y a aussi tout ce qui est lié à s'automutiler, j'arrivais pas à le sortir, désolé, sur le fait que le risque du suicide, parce que en fait il y a des jeunes qui arrivent avec soit une grande attente et des exigences du pays, de la famille, et puis en fait ils n'ont pas forcément choisi pour certains de partir, hein, eux leur culture de village, leur culture de pays, de ville, du pays dans lequel ils vivaient avant, de
voilà, de ces relations père-mère et autres, ben, c'est aussi une séparation, c'est une déchirure. Donc en fait, tous les jeunes n'arrivent pas avec la même commande, et ça, c'est très très difficile à travailler, et je pense que la formation peut venir nous éclairer, nous accompagner là-dessus. Sur tout ce qui est aussi... alors, je ne vais pas dire que tous les jeunes sont des jeunes à risque, mais en fait, c'est aussi de pouvoir accompagner des jeunes dans une vulnérabilité. C'est plutôt là où je veux en venir, à comment ils peuvent se préserver, comment nous, on peut les accompagner dans le fait qu'ils ne deviennent pas des outils, finalement, d'autres individus, sous une forme de prosélytisme, par exemple, extrême, enfin, ce genre de choses. Et puis, ben voilà, ce sont des jeunes vulnérables, ce sont des jeunes en fragilité, ce sont des jeunes qui appartiennent à une culture et qui n'ont pas à renier leur culture, mais il y a un respect de loyauté chez eux, lié à la religion, lié à beaucoup d'engagements comme ça, qui fait que ben, ils sont aussi vulnérables dans ce genre de profil, et on a la responsabilité de pouvoir les renforcer sur leur capacité à pouvoir comprendre et à discerner les choses, et à ne pas se laisser embringuer finalement dans des modèles qui les mettraient dans des grandes difficultés, ou en tout cas qui les mettraient en porte-à-faux sur leur devenir sur le territoire suisse. Alors, en termes de contenu, ce que j'aime bien transmettre, comment le dire, ça serait au fond une forme de déconstruction de ce que l'on croit savoir. Parce qu'on a appris plein de choses, on a appris plein de choses à l'école, dans nos formations, en tant qu'éducateur, en tant que psychologue, psychiatre, infirmier, et on est face à un public qui doit nous demander de nous réajuster. Autrement dit, de reposer, de repenser ce que l'on croit savoir ou ce que l'on a appris. Donc une partie des choses que je déconstruis, c'est celle autour de la résilience. On est face à des jeunes qui nous montrent effectivement beaucoup de capacités de résilience par leur adaptation qui est plutôt exemplaire dans la société, par leur capacité d'apprentissage, leur performance scolaire, et qui en même temps ne vont pas bien psychiquement. Et là, c'est une manière de déconstruire, de dire attention, quelqu'un qui est résilient sur des facteurs externes, donc adaptatifs, peut être en mauvaise santé mentale. Alors qu'on aurait tendance à penser que la résilience est une forme de toute, ou si on est résilient, ça veut dire qu'on va beaucoup mieux dans tous les domaines. Alors que la résilience, en fait, est un concept dimensionnel. On peut être résilient dans un domaine et pas dans un autre. Ça fait partie des choses que je transmets pour déconstruire. Sinon, effectivement, on va se rassurer soi-même en disant « mais il va bien ». Il se lève le matin, il est autonome, il va à l'école, les retours de l'école sont excellents, au foyer il relationne bien avec nous, il a des amis, tout va bien. Sauf que tout peut aller bien dans des domaines, et en même temps on peut être tout à fait effondré aussi à l'intérieur, inquiet, envahi par des pensées intrusives, par des cauchemars, par au fond ce que l'on appelle le stress post-traumatique. Donc c'est ces dimensions-là, pour sortir de l'évidence, ou ce que l'on appelle aussi dans les approches transculturelles, pratiquer le décentrage, être capable de penser les choses en dehors des évidences. Moi, je pense que, évidemment, tout ce qui va venir remplir le sac à dos d'outils, ses collaborateurs, et puis même nous, enfin, je veux dire, en termes de direction, on a aussi besoin de comprendre certaines choses, d'avoir des réponses là où on pêche, d'avoir, comment dire, la réflexion d'après. Sur ce que ça va apporter à ces jeunes, ce qu'on va leur offrir, ce qu'on va construire avec eux, va aussi susciter d'autres questionnements, d'autres interrogations, d'autres manquements. Et puis je pense que là, il faut aussi pouvoir ne pas se limiter finalement à une prestation qui pourrait être apparentée à une prestation parfaite. Et se dire, non, au contraire, il faut toujours qu'on puisse, avec ces jeunes, continuer à les former, continuer à les rassurer, continuer à les accompagner dans tout simplement l'accès à la majorité. Parce que ça aussi, c'est un grand saut dans l'après, que nous, on ne maîtrise pas, parce qu'il reste chez nous jusqu'à 18 ans. Et puis en fait, je pense que des formations co-construites sur là où on est en difficulté, là où on est en réflexion, et puis
on a un bout de réponse parce que on travaille de concert avec le service même de la MEA au HUG, parce qu'on travaille avec des partenaires psychologues, psychiatres et autres qui suivent nos jeunes, mais n'empêche qu'il manque beaucoup de choses dans le sac à dos de nos professionnels. On peut toujours améliorer les choses, hein. Et évidemment, pour moi, ce qui est essentiel, c'est que au niveau de notre service enseignement évaluation et de la direction générale, c'est qu'on puisse vraiment s'entourer de partenaires externes qui permettent de nous éclairer sur justement le contexte. Donc à Genève, on a l'Hospice Général qui s'occupe d'accueillir les jeunes, donc de vraiment dialoguer. Pour moi, c'est très très important de dialoguer et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Mais de mon point de vue d'enseignante, je pense que les personnes qui travaillent dans ces classes-là sont conscientes de leur rôle, de leurs responsabilités et qu'elles ont vraiment envie de faire au mieux. Et c'est important que les directions prennent aussi cette responsabilité et de manière globale au niveau du département d'instruction publique. Donc c'est des choses qui se mettent en place et qu'on doit co-construire avec nos partenaires internes et externes évidemment pour qu'on puisse répondre aux besoins du terrain. Les besoins de formation, ils vont toucher à la fois à la meilleure compréhension de ce public, des mineurs non accompagnés, mais ils touchent aussi aux besoins de soutien des professionnels. Il faut donc imaginer que la formation, elle peut répondre à deux objectifs. Alors le premier des objectifs, c'est effectivement toujours de mieux comprendre. Mieux comprendre, ça veut dire mieux accompagner. Il y a beaucoup de questions par rapport à ce que c'est que l'adolescence, ce que c'est que l'adolescence ailleurs, ou ce qu'elle n'est pas par rapport à l'adolescence d'ici, sur la santé mentale, comment accompagner des jeunes, effectivement, qui ont vécu des choses inimaginables pour nous. Comment accompagner des jeunes qui viennent d'ailleurs, avec toute la question de l'écart culturel entre eux et nous. Donc il y a beaucoup de questions comme ça où les professionnels demandent effectivement un soutien que l'on peut leur donner. Et aussi, ce sont des professionnels qui vont vivre les situations avec les jeunes. Ça, il ne faut jamais oublier vraiment l'implication des professionnels et des bénévoles qui vont vivre ce que les jeunes vivent. Alors, ils ne vont pas le vivre à la première personne, mais ils vont le vivre comme quelqu'un qui accompagne. Et ils vont vivre des situations d'insécurité, ils vont vivre des paradoxes, ils vont vivre des situations de rejet, d'injustice, des choses des fois incompréhensibles. Et le fait de le vivre avec les jeunes va les impacter aussi. Donc ce sont des professionnels qui ont besoin aussi beaucoup de supervision, beaucoup de soutien, d'étayage pour pouvoir continuer à accompagner ces jeunes-là, parce qu'en vérité, les accompagner peut paraître simple compte tenu des bonnes capacités adaptatives qu'ils ont. Ce sont des jeunes assez faciles et assez agréables dans le suivi, mais qui vivent des choses tellement difficiles que ça impacte les professionnels. Donc en vérité, l'accompagnement de ces jeunes est très éprouvant pour les professionnels. Et il faut prendre soin des professionnels pour qu'eux-mêmes puissent prendre soin des jeunes, impérativement. Alors, au niveau de la formation, c'est vrai que beaucoup est fait, j'ai envie de dire, sur le terrain. En fait, ces dernières années, il y avait quand même cette volonté de trouver des intervenants pouvant répondre non seulement aux besoins des enseignants, mais aussi de mieux saisir les différents publics, parce qu'on a des classes très hétérogènes. Donc, on a autant des jeunes qui viennent pour des raisons diplomatiques, on va dire, qui sont en famille, et ces jeunes mineurs non accompagnés seuls, qui ont aussi, pour certains, de la famille ici. Donc voilà, on a vraiment des profils très très différents. Et on a un groupe qui s'appelle le dispositif accueil, qui propose des formations à tous les ordres d'enseignement. Donc des enseignants en accueil de l'école primaire, du secondaire 1 où j'enseigne, et le secondaire 2 pour les plus grands. Et pour nous, c'est vraiment très important d'être une force de proposition auprès du service de la formation continue pour indiquer quels sont les besoins du terrain. Et donc on cherche non seulement au niveau des disciplines à proposer des formations spécifiques, français langue seconde, mathématiques ou tout ce qui est sciences humaines et de la nature, mais on a également tout le pôle transversal sur concrètement, soit c'est sur des communautés ou bien sur des problématiques rencontrées liées au trauma de la migration. Je pense qu'on
quand on est dans l'impuissance dans laquelle peut nous mettre ces jeunes, ou les trajectoires de vie de ces jeunes, ou l'arrivée seule dans un pays d'accueil qui contraste beaucoup avec ce qu'on a pu connaître, l'impuissance, elle est tout le temps là. Et puis quand on est dans l'impuissance, on a envie de trouver des solutions, de mieux comprendre, et puis de savoir ce qu'il faudrait faire pour sortir de l'impuissance. Et j'ai l'impression que cette demande de formation, c'est quand même aussi beaucoup pouvoir se sentir un peu plus armé contre l'impuissance. Alors, pour moi, dans ma pratique, dans l'expérience, dans les formations que j'ai pu faire ou donner, comment dire, c'est ne pas rester seul est très important. Et puis il y a plein de façons de ne pas rester seul. Et peut-être que c'est là qu'il y a un bout de formation à avoir en tête pour tout professionnel. Pas rester seul, c'est être dans une équipe, pouvoir parler avec son équipe, pouvoir parler à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau peut-être plus brut émotionnel, un peu ventilé, mais après au niveau aussi compétences professionnelles, c'est-à-dire expertise de chaque métier, et puis après aussi se retourner vers des aspects plus théoriques. C'est vrai que parfois lire un texte, en tout cas pour nous les psys, ça fait du bien. Voilà, ça met un peu de tiers et puis on se sent moins seul. Après, c'est aussi parler dans un réseau interprofessionnel, et c'est un réseau autour d'un jeune, mais aussi un réseau là organisé autour des mineurs non accompagnés, un réseau de prise en charge où on peut apprendre à mieux se connaître, peut-être à pouvoir se fâcher, c'est-à-dire ne pas être d'accord. Je crois que c'est très important parfois de pouvoir discuter qu'on n'est pas d'accord et puis trouver un accord. Et puis enfin, on est aussi face à des jeunes qui sont dans une altérité radicale, qui viennent d'endroits où on n'a même pas idée de comment est organisée, je sais pas, une journée ou une vie d'adolescent. Voilà. Et donc là, ça amène aussi à pouvoir trouver un terrain d'entente avec ces jeunes pour faire connaissance. Et peut-être c'est pas faire connaissance tout à fait pareil. Et puis c'est vrai que là, alors, on se dit que l'approche transculturelle, elle a quelque chose à apporter. Et donc tout ça pour dire que je pense qu'en fait, dès la formation de base, si on pouvait être sensibilisé à la question transprofessionnelle, interprofessionnelle, de commencer de travailler à plusieurs, je crois que ce serait vraiment très précieux, et aussi à la question, à l'approche transculturelle. Finalement, notre monde il bouge comme ça, c'est une tendance actuelle. La migration est un phénomène global. Et puis, je pense que c'est très important de pouvoir se sentir à l'aise dans ces situations-là. Pour la question plus de la psychiatrie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut tous se former à la psychiatrie, ça me paraît plus compliqué. Alors, des sensibilisations, c'est bien, mais des collaborations de terrain, je crois que c'est mieux. Donc pour ces prochaines années, on réfléchit énormément sur comment accompagner les équipes pédagogiques à travers des formations. Beaucoup d'enseignants, surtout en français langue seconde, n'ont pas été forcément formés à l'université dans cette filière, plutôt du français moderne, mais ont énormément d'années d'expérience. Donc pour valoriser cette expérience, on aimerait créer en collaboration avec le monde académique, que ce soit l'Université de Genève, l'HETS, des micro-certifications permettant aux enseignants de pouvoir certifier finalement tout le travail accompli dans les classes, de pouvoir se nourrir encore pour mieux saisir les enjeux de la migration, mais également des élèves allophones, et de ne pas se sentir dans l'obligation de devoir repartir sur une formation complète et qui ne leur permettrait pas de suivre leur classe en parallèle. Alors, comme j'ai déjà pu le dire, la question vraiment du travail pluriprofessionnel, du travail interinstitutionnel, du travail en réseau est absolument centrale dans la prise en charge justement de ces jeunes. On ne peut pas être tout seul pour les prendre en charge, ça c'est pas du tout réalisable, il faut effectivement être un collectif. Et l'ouvrage collectif que l'on a rédigé permet au fond de donner des repères un petit peu à tous les corps de métier. C'était ça l'un des objectifs. Autrement dit, il y a à la fois des repères pour les psychologues, pour la psychothérapie, mais il y a aussi des repères juridiques, il y a aussi des repères pour les éducateurs, il y a aussi des repères pour les infirmiers. Donc en fait, c'est un ensemble d'articles, enfin plutôt de chapitres, qui ont été rédigés justement par des collègues qui parlent depuis leur expérience. Pour moi, il était extrêmement donc important qu'à la fois il y ait une exigence de type
académique, scientifique à l'intérieur de cet ouvrage, mais que cet ouvrage soit aussi expérientiel et qu'on puisse transmettre à la fois une compréhension, mais aussi, au fond, un petit peu des lignes comme ça directrices dans la pratique de chacun. C'est vrai que dans les formations que je suis amenée à donner, c'est vrai que j'aime insister sur principalement 2 aspects. C'est qu'est-ce que ça nous fait de travailler avec ce type de population, donc des gens qui viennent d'ailleurs et qui ont pour une grande partie vécu des traumatismes extrêmes. Donc qu'est-ce que ça nous fait nous en tant que professionnels et combien c'est important de pouvoir être et rester à l'écoute du fait que ça nous fait quelque chose et que c'est OK. Donc ça, c'est une partie, je peux développer. Et puis l'autre partie, c'est que c'est très important de penser un jeune et de le penser à plusieurs et donc aussi de penser le réseau, donc d'avoir le réseau dans la tête, d'avoir les collègues dans la tête, on se sent moins seul. Puis aussi, peut-être on comprend mieux son périmètre, et même si parfois on n'a pas exactement la réponse à la question du jeune ou à la souffrance du jeune, ben, on est plusieurs à pouvoir l'accompagner dans un projet qui tient un bout et puis qui porte un peu. Donc ça vraiment, il me semble, ces 2 aspects-là. Les professionnels eux-mêmes, ils sont souvent en difficulté par l'effet quand même d'être face à quelqu'un à qui on ne sait pas quelle question on va pouvoir poser, on ne voit pas ou on ne comprend pas ce qui leur arrive. Et donc je trouve que ces 2 propositions pour aborder ce type de situation sont très utiles et précieuses. Néanmoins, on est tous dans des métiers de lien, de relations, d'aide, je pense, et on vit aussi dans une société où le statut du lien est quand même mouvant ou peut-être pas très clair. Et donc, c'est pas toujours simple de faire du vrai lien et d'être sûr qu'on peut faire du vrai lien. Il y a même des institutions parfois qui mettent en garde contre ça. Et puis, c'est comment on peut rester dans le métier de lien en restant professionnel, avec la bonne distance, avec des liens qui se font, qui se défont, enfin, prendre soin du lien du début à la fin, mais d'un vrai lien. En approche transculturelle, on est très attaché à dire que pour se rencontrer, c'est important de pouvoir se décentrer, donc d'aborder la rencontre avec une curiosité bienveillante, de sortir des hiérarchies aussi des cultures, mais aussi et du coup je pense nous des professions, c'est-à-dire il n'y a pas de hiérarchie de profession, mais qu'on est comme ça, on fait connaissance, on est complémentaires. Et justement ce complémentarisme en approche transculturelle, il est très important aussi, qu'il peut y avoir 2 explications différentes, non simultanées, mais complémentaires d'un même phénomène, et donc pas psychiatriser certains phénomènes culturels et à l'inverse pas exotiser certains phénomènes psychiatriques. Enfin donc ça on est très attentif à ça. Et puis on parle de contre-transfert culturel et puis ça vaut tant pour les thérapeutes, le contre-transfert c'est une notion plutôt psychanalytique, mais que Devreux a élargi à toute personne professionnellement en contact avec des personnes qui viennent d'ailleurs, donc que ce soit des pédagogues, des assistants sociaux. Et donc c'est un concept, je pense, qu'on peut vraiment enseigner à tous, de se dire que y a un contre-transfert, c'est-à-dire que le patient nous donne quelque chose, puis ça nous fait réagir selon notre petite et grande histoire, qui on est, où on a grandi, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et puis l'exigence que ça amène, et peut-être ça va au-delà de la formation, c'est d'avoir des espaces pour en parler, pour élaborer ce contre-transfert et ce que ça nous fait. Puis si je remonte un peu la bobine là, c'est vrai que dans le foyer des primo-arrivants, qui est un moment très fort pour les jeunes et pour les professionnels, parce qu'ils arrivent, ils débarquent à Genève, on a décidé de créer un groupe de partage des vécus avec tous les professionnels du foyer. Donc ça va de l'intendant, l'intervenant de nuit, l'éducateur, et oui, le psy, l'infirmier, et où on peut parler de finalement ce que ça nous fait. Je suis trop proche, je suis agacée, je me sens impuissant, on est fatigué. Et puis en fait, à plusieurs, on se dirait un peu, c'est stérile tout ça. Et en fait, à plusieurs, on remet du sens et on retrouve un peu plus d'empathie, de motivation et de plaisir. Et on comprend pourquoi on fait ce travail-là. Moi, il y a 2 enjeux majeurs sur lesquels j'aimerais travailler l'année prochaine.
c'est le travail sur la transition à la majorité. On a mis en place pas mal de dispositifs, mais il nous manque les financements. C'est très difficile de faire comprendre aux politiques publiques que des jeunes qui ont 18 ans et un jour, il faut encore les accompagner si on veut vraiment qu'ils puissent s'intégrer. Donc là, pour moi, il y a un enjeu majeur parce que des idées, on en a. De l'envie, il y en a. Les partenaires sont à bord aussi avec cette manière de réfléchir, mais les financements sont très difficiles à trouver. Donc ça, pour moi, ça serait déjà un premier constat majeur à mettre en place. Et le deuxième, en fait, c'est aussi de travailler sur des mesures de formation parallèles, un peu différentes. C'est vrai que en Suisse, particulièrement en Suisse, le niveau des apprentissages est très élevé et il est reconnu à niveau européen que le niveau des apprentissages en Suisse, il est fort, il est de qualité, ce qui est très chouette, mais ça met pas mal de bâtons dans les roues pour nos jeunes qui ont pas mal de difficultés souvent avec la langue française, avec le niveau de mathématiques. Donc, ils arrivent souvent pas à trouver des apprentissages ni d'autres voies, on va dire, d'insertion professionnelle, malgré qu'ils ont une capacité de résilience et d'autres types de compétences qui sont juste de ouf. Mais si on n'arrive pas à créer des parcours, je dirais, un peu parallèles, en tenant compte peut-être des micro-certifications qui puissent leur ouvrir le marché du travail, on va avoir du mal vraiment à les insérer professionnellement.